superbe victoire que viennent de remporter en Hongrie les forces nationales m'ont incité à vous présenter aujourd'hui un épisode de l'histoire du peuple magyar, à savoir son insurrection contre la puissance autrichienne en 1848. Quelques mots d'abord pour présenter le contexte général des événements. À l'époque, l'ensemble Hongrie-Transylvanie pèse à peu près 14 millions d'habitants, une société dominée par une noblesse de 600 000 individus à peu près, une noblesse dans l'ensemble avec une situation économique assez modeste, mais une noblesse de Hobro très attachée à l'idée de la liberté hongroise. Au-dessus de tout cela, un millier de magnats, de grands propriétaires qui constituent la couche supérieure traditionnelle de la société. Et puis il y a aussi toute une classe moyenne qui s'est constituée avec le développement de l'urbanisation. Toute une bourgeoisie est apparue, parmi laquelle on va distinguer environ 50 000 diplômés qui représentent déjà une minorité intellectuelle significative, attachée aussi aux idées libérales et nationales. Et puis à l'intérieur des villes, des couches populaires, d'artisans, d'ouvriers, mais ce qui reste l'élément essentiel dans la construction de cette société hongroise de l'époque, c'est la masse paysanne, bien sûr. La Hongrie reste encore à l'époque un grand pays agricole qui n'a pas encore entamé, à la différence de la Bohême ou de l'Autriche, son démarrage industriel. Alors cette Hongrie de l'époque, elle compte quelques grandes villes, la capitale, Budapest, 86 000 habitants à peu près à l'époque, deux villes, Debrecen et Szeged, qui ont plus de 30 000 habitants, et puis sinon de grosses bourgades rurales. C'est un pays qui compte aussi des minorités ethniques importantes. Les Hongrois, les Magyars ne représentent à peu près que 45% de la population. Il faut compter aussi avec des Croates, avec des Roumains, des Serbes, des Allemands, minorités saxonnes installées en Transylvanie, une petite communauté juive également. C'est dans ce contexte-là, sociologique, culturel, que va éclater l'événement de 1848. 1848, on le sait, c'est le printemps des peuples en Europe. Tout commence en Italie, à Naples et Palerme, puis à Milan. Tout continue en France avec la révolution de février 48 qui aboutit à la chute de la monarchie de Juillet, de Louis-Philippe, à la proclamation de la Seconde République. Et bientôt, l'Europe centrale est touchée à son tour. Berlin le sera quelques jours plus tard. Mais dès le 13 mars à Vienne, c'est la révolution. Et le mouvement va gagner rapidement la Hongrie, où à la Diète hongroise, l'un des leaders libéraux, Lajos Kossuth, va apparaître très vite comme le porte-parole du mouvement. On va présenter rapidement les revendications de la nation hongroise, 12 points qui ont valeur de programme et qui vont guider l'insurrection qui se développe à Budapest le 14 mars, insurrection d'allure tout à fait romantique, entraînée par le poète Sándor Petőfi, dont le chant national va être l'hymne de ralliement du mouvement. Le soulèvement donc est général, on réclame la liberté de la presse, on réclame un ministère responsable devant la Diète qui se transformerait en Assemblée nationale, on demande la fin du servage et des redevances seigneuriales, la création d'une armée nationale hongroise, la libération des prisonniers politiques et en subliminal au-delà de tout ça, une véritable indépendance nationale. Alors les choses vont avancer assez vite. En avril, un gouvernement hongrois est constitué, dirigé par le comte Batthyány. Kossuth est dans ce gouvernement ministre des Finances. On voit donc se constituer en Hongrie un pôle de contestation de l'autorité de Vienne. Et le 11 avril, l'Assemblée nationale remplace la Diète, une assemblée qui va être élue au suffrage censitaire, au suffrage indirect, avec une majorité d'électeurs qui appartiennent à la noblesse, à la bourgeoisie et à la paysannerie aisée. Alors, la Hongrie devient de fait, à partir de ce moment-là, une monarchie constitutionnelle. La chancellerie hongroise de la cour de Vienne disparaît. Il y a une monnaie nouvelle qui est créée, une garde nationale et une armée hongroise
qui sont créées. En revanche, la politique étrangère demeure du ressort de Vienne, hein, puisque l'empereur d'Autriche reste roi de Hongrie. Quand l'Assemblée se réunit en juillet, avec un peu plus de 400 députés, les éléments les plus radicaux, regroupés derrière Petőfi, y sont en minorité, hein, mais il y a tout de même chez les députés libéraux certains qui sont en contact avec la jeunesse radicale, la jeunesse révolutionnaire de Budapest. À noter aussi que la Transylvanie s'est alliée dans cette aventure à la Hongrie, ce qui a été confirmé d'ailleurs par le pouvoir de Vienne. Alors, comment les choses vont évoluer ? Quelques grandes réformes sont immédiatement adoptées, l'égalité civique entre tous les citoyens, l'abolition du servage, la fin des droits seigneuriaux, mais en même temps, on ne reconnaît pas de droits spécifiques aux diverses minorités nationales. Et sur l'ensemble du territoire, certains ne se rallient pas au mouvement engagé à Budapest, notamment le gouverneur de Croatie, Jelačić, ne se laisse pas entraîner dans le mouvement, et bientôt le pouvoir de Vienne, le gouvernement de Vienne va pouvoir évidemment jouer de cette division. Mais ce pouvoir de Vienne, il va vite reprendre la main dans le contexte révolutionnaire du printemps 48. Hein. D'abord en Italie, à Milan, où les troupes de Radetzky vont vaincre les troupes du roi de Piémont-Sardaigne qui entendaient accompagner l'insurrection italienne et se poser en leader naturel de la cause de l'unité transalpine. Hein. En Italie donc, mais aussi en Bohême, à Prague, où le général Windischgreuth va venir remettre de l'ordre dans la capitale tchèque. À partir de ce moment, au niveau du gouvernement de Vienne, on entend bien en finir aussi avec la dissidence de la Hongrie. Et pour cela, on va s'appuyer sur les Croates qui ne se reconnaissent pas dans les événements de Vienne qui ont concerné uniquement la communauté magyare. Alors, dans ces circonstances, dans ces conditions, du côté hongrois, il faut s'organiser. On va créer une armée nationale. On va élargir le champ des droits politiques, on va développer toute une propagande patriotique dans laquelle Kossuth excelle, hein. Il va même proclamer la patrie en danger lors d'un discours fameux tenu à l'Assemblée en juillet. On va recruter une armée de 200 000 hommes pour faire face à la situation. On le voit, la tension monte rapidement durant ces mois du printemps et de l'été 48. D'ailleurs, au sortir de l'été, en septembre, Jelačić, le gouverneur de Croatie, va d'ailleurs franchir la frontière hongroise et attaquer la Hongrie au nom de la légitimité impériale. À ce moment-là, le gouvernement Batthyány va démissionner en Hongrie et on va former un comité de défense de la patrie investi en octobre par l'Assemblée, un comité de défense dont l'animateur va être Kossuth. Les Hongrois, dans un premier temps, vont remporter certains succès. Dès la fin septembre, à la bataille de Pakost, eh bien, l'armée de Jelačić est stoppée. Et en plus, les Autrichiens connaissent eux-mêmes des difficultés parce qu'une nouvelle insurrection a éclaté à Vienne, au point que l'empereur a dû aller se réfugier à Olmütz. Donc, on peut penser là que la Hongrie est en voie de parvenir à ses fins et en voie d'acquérir peut-être l'indépendance, galvanisée par les discours de Kossuth, qui a été élu président du comité de défense par les députés de l'Assemblée hongroise. Cela dit, le général autrichien Windischgreuth va quand même réussir à s'emparer de Pest et de ce fait, les chances de la révolution hongroise semblent un petit peu, à un moment donné, compromises. D'autant que l'armée hongroise qui marchait sur Vienne a été battue à la fin du mois d'octobre 1848. Les
Les Autrichiens, en effet, réagissent fermement face au processus de décomposition qui affectait l'Empire. Le général Windischgreuth, c'est le bras armé de la reprise en main, mais sur le plan politique, c'est le prince de Schwarzenberg qui apparaît un petit peu comme le nouveau Metternich, hein, et qui va conduire la restauration impériale au cours des mois suivants, dans un contexte bien précis. C'est l'arrivée au pouvoir en décembre d'un jeune empereur, François-Joseph, appelé à régner jusqu'en 1916. Pendant ce temps, Windischgreuth arrive jusqu'à Pest. Le gouvernement hongrois est obligé de se réfugier 200 km à l'est à Debrecen. La situation donc peut paraître inquiétante, mais en Transylvanie, un général polonais qui s'est rallié à la cause hongroise, le général Bem, va réussir à libérer toute la Transylvanie, et même si Windischgreuth occupe finalement Budapest, on le voit, la cause hongroise continue quand même. Les Hongrois ne sont pas véritablement vaincus. La lutte se poursuit au cours de l'hiver 1848-1849. Cela dit, des divisions apparaissent entre Kossuth et puis les chefs militaires. Les Hongrois sont battus en février par les Autrichiens à Kapolna, et Vienne abolit purement et simplement toutes les décisions qui avaient été prises à Budapest au cours des mois précédents. En mars, le gouvernement de Vienne va promulguer une constitution hongroise qui en fait rétablit la situation antérieure et qui subordonne complètement la Hongrie au gouvernement impérial. Alors là, la situation devient un petit peu compliquée, car il y a la perspective d'une lutte de longue haleine qui se dessine. En plus, au Parlement hongrois, il y a un parti de la paix qui serait favorable à un compromis avec lequel il faut compter. Kossuth, cependant, grâce à son éloquence, à son talent, va réussir à faire quand même l'unité autour de lui, et confronté au choix de savoir s'il faut capituler face aux exigences de Vienne ou s'il faut engager une guerre qui risque d'être une guerre totale, eh bien, il choisit finalement cette deuxième solution. Et en avril 1849, eh bien, il va proclamer l'indépendance de la Hongrie devant l'Assemblée nationale. Les choses étaient restées encore relativement ambiguës jusque-là. Elles sont désormais claires. L'Assemblée va cautionner la rupture complète avec Vienne, mais sur le plan institutionnel, la République n'est pas proclamée. On remet à plus tard la forme institutionnelle que devra prendre le nouvel État. En attendant, Kossuth est proclamé président-gouverneur, et la Hongrie va tenter de maintenir l'indépendance qu'elle a ainsi chèrement acquise, mais les choses s'annoncent compliquées pour la campagne de printemps qui va venir, car l'armée est divisée. Il n'empêche que Windischgreuth, l'Autrichien, est quand même vaincu dans un premier temps, mais bientôt un autre général autrichien, Welden, va s'emparer de Budapest, qu'il devra toutefois abandonner, ce qui permettra à Kossuth et à son gouvernement de revenir dans la capitale. Donc les choses sont incertaines au printemps de 1848. Ce qui va se révéler décisif, c'est l'intervention du tsar Nicolas Ier, l'intervention de la Russie dans cette affaire. Le tsar, il est le champion de la Sainte Alliance, opposé à toutes les tentations libérales en Europe, et il n'entend pas laisser les choses évoluer dans la direction d'une éventuelle indépendance de la Hongrie, car il a en tête évidemment ce qui risque de se passer en écho en Pologne. La Pologne qui aspire elle aussi à l'indépendance.
l'indépendance. Alors, le général russe Paskievitch va envahir la Hongrie le 15 juin, une autre armée russe va entrer en Transylvanie. Là, le rapport de force est quand même écrasant en faveur des Russes, 370 000 hommes et 1200 canons contre 152 000 Hongrois ne disposant que de 450 pièces. Donc on le voit, l'affaire s'annonce très compliquée pour le gouvernement hongrois qui doit se réfugier finalement à Szeged et qui va tenter malgré tout de continuer la lutte en prenant des mesures politiques qui ont pour but d'élargir la base politique du régime, l'émancipation des Juifs par exemple au mois de juillet, et puis également les droits reconnus aux diverses minorités nationales, notamment en matière linguistique. Il y a aussi la tentative de ce gouvernement de bénéficier d'une reconnaissance internationale. Mais les envoyés hongrois qui sont envoyés à Londres reviennent bredouille. Palmerston, l'homme fort à l'époque au Foreign Office, Palmerston ne veut pas affaiblir l'Autriche-Hongrie qui fait partie de tout le système d'équilibre des forces que les Anglais entendent maintenir sur le continent. À Paris, pas plus de chance. Teleki se rend à Paris en septembre 1948 pour rencontrer Cavaignac, le président de la commission exécutive qui s'est mise en place dans le cadre de la Seconde République qui vient de connaître les émeutes de juin et qui prépare les élections présidentielles du mois de décembre suivant. Eh bien, Cavaignac refuse même de recevoir l'envoyé hongrois, et à Paris, la Hongrie ne peut bénéficier que du mélancolique intérêt dont parle Tocqueville. Donc une sympathie certaine pour la cause, mais ce n'est pas pour autant que l'on va faire quelque chose. Alors évidemment, dans cette affaire, c'est l'intervention russe qui va être désormais décisive. Le tsar, je l'ai dit, craint la contagion de l'exemple hongrois à la Pologne, et face à cette menace, le pouvoir politique hongrois est assez partagé. Il règne une certaine confusion à Szeged. On veut battre d'abord les forces autrichiennes de Hainaut et puis se retourner ensuite contre les Russes. Pourquoi pas, mais il faut pour cela des moyens qui manquent manifestement aux Hongrois pour réussir à relever un défi de cette ampleur. D'autant plus que des divisions apparaissent entre le pouvoir politique et les chefs militaires. Kossuth destitue par exemple le général Georget, par exemple, nomme de nouveau commandant en chef. Il y a une valse des généraux qui ne facilite pas évidemment les choses. Et en août 1949, le général Hainaut va finalement battre les Hongrois à Temesvar, alors que quelques jours plus tôt, les Russes ont battu leurs adversaires, à savoir le général polonais Bem, qui combattait pour la Hongrie, à Temesvar également, en Transylvanie. Et donc la défaite militaire est là. Reste un corps d'armée à Arad, mais cela représente 30 000 hommes contre les 370 000 austro-russes qui sont en face. Il n'y a plus aucune chance de pouvoir l'emporter. Kossuth confie le pouvoir au général Görgey et il va s'exiler en Turquie. Et le 13 août, à Villagos, eh bien, les Hongrois sont obligés de se rendre, de capituler. La guerre est finie. La Russie a donné des conseils de clémence au gouvernement de Vienne, mais la répression n'en est pas moins très sévère, conduite par le prince de Schwarzenberg et le général Hainaut. 13 généraux sont exécutés. Lajos Batthyány, qui avait été le chef du gouvernement premier chef du gouvernement de la Hongrie indépendante, est lui aussi exécuté. C'est le cas de nombreux militaires et civils. Il y a 120 condamnés à mort par les cours martiales, des milliers de condamnés à la prison ou aux travaux forcés. Une répression qui va durer l'espace d'une décennie, malgré les condamnations de l'opinion internationale. Quant à celui qui avait incarné l'insurrection, Sándor Petőfi, le poète, il a été tué dans l'armée de Bem à la bataille de Székesvár à l'âge de 26 ans, et il va apparaître ensuite comme le héros de l'indépendance. Le comte Székely, qui faisait partie aussi des premiers gouvernements indépendantistes, lui va sombrer dans la folie, se suicidera en 1860.
Finalement, la Hongrie va tomber sous le contrôle de ce qu'on a appelé le système Bach. Alexander Bach, c'est le nouveau chancelier autrichien qui va imposer un système de répression extrêmement sévère au cours des années suivantes. Mais l'insurrection en 1848 n'en sera pas moins féconde à terme, puisqu'en 1867, avec l'instauration du compromis austro-hongrois, c'est un nouveau rapport de force qui s'installera entre les Habsbourg et le peuple magyar. Je vais reprendre aujourd'hui la vie de la comtesse Markiewicz que j'avais commencé la fois précédente. Alors nous sommes au matin du lundi 24 avril 1916 et les habitants de Dublin s'apprêtent à fêter Pâques et voient une nouvelle fois, avec une certaine indifférence, défiler les troupes des nationalistes irlandais. C'était un spectacle auquel ils étaient habitués, des hommes et des femmes à la tenue disparate, parfois armés de vieux Mauser qui faisaient, selon les Dublinois, une démonstration militaire de plus. Personne ne remarque cette fois-ci qu'il y a en plus tout un matériel de terrassement, pelles, pioches, cordes portées par les volontaires. Personne non plus pour voir s'installer des snipers derrière des sacs de sable au coin des rues. Tous ignorent que l'Irish Republic Brotherhood, une organisation fondée en 1858, a décidé d'exploiter la mobilisation de l'Angleterre dans le conflit mondial pour lancer une opération d'envergure. Une opération qui en plus est soutenue en amont par l'Allemagne, qui devait livrer 20 000 fusils aux Irlandais, mais cette livraison échoue car l'Aude, le bateau allemand, est arraisonné par la marine anglaise et préfère se saborder. Qu'à cela ne tienne, l'insurrection programmée n'a été seulement que retardée de quelques semaines. C'est ainsi que le corps des volontaires, je vous rappelle, fondé par un ancien scout de la comtesse Markiewicz, et l'Irish Citizen Army investissent soudainement la grande poste de Dublin, dont ils font leur quartier général. Parmi cette troupe, il y a une brigade féminine dirigée bien entendu par Constance. Et tout cet ensemble de combattants donne naissance en ce jour de Pâques à l'Irish Republican Army, la fameuse IRA. L'insurrection est dirigée par James Connolly, les deux poètes Joseph Plunkett et Patrick Pearse, par Tom Clark et Sean McDermott. En ce jour de Pâques, Madame va pouvoir aller jusqu'au bout de son engagement et finir de prouver, si besoin en est, que son idéal n'était pas une lubie d'aristocrate désœuvré. D'autant plus qu'elle tient un rôle essentiel et qu'elle a la confiance de tous les leaders de l'insurrection. Non seulement elle a été nommée lieutenant, mais elle est désignée comme Ghost, en second de Connolly, c'est-à-dire la personne connaissant suffisamment les plans du soulèvement pour être capable de remplacer le leader s'il était tué. Plusieurs points de la ville sont investis. La Grande Poste, le Palais de Justice, la Minoterie Bolland, la Biscuiterie Jacobs, l'Ancien Parlement, la Gare de Westland Row et le parc de Stephen's Green. C'est là que Constance est nommée commandant en second du secteur pour aider le commandant Merlin. Il faut la voir, la comtesse rouge, le visage grave, sa haute stature sanglée dans son uniforme kaki, coiffée d'un chapeau à plumes de coq qui accentue son air hiératique. À la Grande Poste, sur laquelle flottent désormais deux drapeaux, l'un vert avec la harpe dorée, un signe des insurgés de 1798, et l'autre vert, blanc et orange de la République d'Irlande, Patrick Pearse, d'un air solennel, proclame la République d'Irlande. Au nom de Dieu et des générations défuntes, de qui elle tient ses traditions antiques en tant que nation, l'Irlande, par nos personnes, appelle ses enfants sous la bannière et combat pour sa liberté. Constance ne perd pas de temps dans le Stephen's Green. Elle achève d'organiser les fortifications, va d'un défenseur à un autre pour leur donner des instructions et faire le coup de feu si nécessaire, car elle est bien meilleure tireuse que nombre de combattants présents, très peu expérimentés. Le pavillon d'été du parc sert d'infirmerie. Constance voltige d'un point à un autre en fonction des besoins. Elle motive et dirige les volontaires féminines, dont les formidables membres du Kuman Namban, qui vont fournir les munitions, ravitailler les combattants, mais aussi faire le coup de feu. Elle écrira sur les préparatifs de l'insurrection. Il y avait un nombre considérable de femmes de lycéens qui se trouvaient exactement sur le même pied que les hommes. Elles participaient à toutes les marches et aux exercices nocturnes. Bien plus, Connolly voulait qu'il fût parfaitement clair qu'à moins de prendre part à l'entraînement, nous n'aurions aucun droit de nous rendre au combat. Le combat, elles y sont, et Constance en première ligne comme les autres.
Avec beaucoup de lucidité, elle a voulu trouver un point de repli en cas de besoin, car le Stephen's Green est entouré d'immeubles et peut être soumis à des tirs venant des fenêtres. Elle a eu l'idée d'investir le collège de chirurgie, dont elle fit un camp retranché. Évidemment, les forces anglaises, surprises tout d'abord, ne tardent pas à réagir. Et les 16 000 soldats anglais présents à Dublin sont bientôt renforcés dès le lendemain par 50 000 hommes et surtout par de l'artillerie lourde qui fera plus de morts civiles qu'insurgés. En attendant, Constance ne se départit jamais de son courage qu'elle transmet aux combattants. L'heure est pourtant grave. Les nationalistes irlandais sont bientôt traqués rue par rue, immeuble par immeuble. La machine de guerre britannique s'est mise en marche sans faire de discernement. Encore une fois, on dénombrera à l'issue des combats des centaines de morts, mais plus de civils que de combattants irlandais ou de soldats anglais, et la ville de Dublin est dévastée. Pourtant, les insurgés tiendront une semaine sous le feu anglais. Comme l'avait prévu Connolly, il avait dit quelques heures avant le soulèvement à un de ses amis « Aucune chance de succès, pas la moindre ». Le soulèvement général espéré n'est pas venu et malgré le dévouement des combattants, l'insurrection est un échec militaire, mais qui reste un acte fondateur pour la future République irlandaise. Le 29 avril, Patrick Pearse signe la reddition et la répression anglaise peut montrer sa terrible efficacité. 2000 personnes sont arrêtées en Angleterre et 3600 en Irlande, dont bien sûr Constance. Le hasard veut que ce soit l'un de ses parents anglais qui reçoive sa reddition. L'officier anglais lui propose courtoisement de monter dans sa voiture et bien évidemment Constance, elle lui répond que sa place est à côté de ses camarades et elle part vers la prison à pied, digne et calme. 90 peines de mort sont prononcées chez les insurgés et les chefs des insurrections ne se font pas d'illusions sur leur sort. Après leur emprisonnement, ils sont impitoyablement fusillés par l'occupant anglais. Rien qu'au mois de mai, dans la prison de Dublin, 16 patriotes irlandais tombent sous les balles des pelotons d'exécution, dont Connolly, blessé et incapable de se tenir debout, attaché à une chaise. De Valera, citoyen américain, est gracié. Constance, elle aussi, est condamnée à être fusillée, mais voit sa peine commuée en détention à perpétuité. À la sordide prison de Kilmainham, elle subira comme une torture le bruit des salves qui exécutent ses compagnons d'armes, sans pouvoir les suivre comme elle le souhaitait. Elle voulait mourir pour l'Irlande libre, et au général Maxwell qui lui annonce que sa condamnation est commuée en prison à perpétuité, elle rétorque « J'aurais souhaité que vous ayez la décence de me fusiller ». En 1917, l'amnistie générale lui permet de sortir. Constance a énormément souffert durant sa détention, maltraitée et gardée au milieu des prisonnières de droit commun. Elle a 49 ans quand elle sort de prison, elle est amaigrie, elle est affaiblie. Pourtant, elle ne se préoccupe que des familles des fusillés. Elle avait été transférée pendant sa détention en Angleterre et lorsqu'elle revient, Dublin lui réserve un accueil triomphal. Très vite, elle reprend la lutte aux côtés tout d'abord de Michael Collins et même ensuite les armes pendant la triste guerre civile de 1922, mais auprès de De Valera. Auparavant, lors des élections de 1919, elle avait été la première femme élue aux communes, mais comme ses camarades du Sinn Féin, elle refuse de siéger à Westminster et fait partie de ceux qui se déclareront Assemblée nationale de la République d'Irlande, le Dáil. Toute sa vie, elle prépare au combat. Elle continua à militer, elle fut surveillée, traquée, emprisonnée plusieurs fois. Elle ne baissa jamais les bras et n'arrêtera jamais de poursuivre la lutte pour la République d'Irlande et contre la pauvreté, les deux combats de sa vie. Elle termine sa carrière politique comme députée du Parti républicain et fut même ministre dans le gouvernement irlandais. La comtesse Constance Markievicz meurt d'un cancer le 15 juillet 1927 à l'hôpital public Patrick Dunn de Dublin, dans la salle commune, selon sa volonté. La foule défila pendant 48 heures devant sa dépouille et plus de 300 000 personnes suivirent ses obsèques. Elle repose au cimetière dublinois de Glasnevin, comme son amie Maud Gonne, et tant d'autres combattants pour l'Irlande libre. Si un jour vous allez vous promener dans le parc de Stephen's Green à Dublin, près du pavillon de musique, vous pourrez y voir un buste de la comtesse Markievicz. On peut lire sur le socle « Commandant de l'armée citoyenne irlandaise 1916 ».
C'est un habitué de notre émission que je reçois aujourd'hui en la personne d'Olivier Dard. Il est venu il y a peu nous présenter son dictionnaire du conservatisme. Il a été la cheville ouvrière récemment de la réédition du romantisme fasciste de Paul Ceran. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un ouvrage consacré à Salazar, qui représente une expérience politique originale au Portugal au cours du XXe siècle. Et Olivier Dard et Isabelle Sardina des Vignes ont réalisé un travail d'enquête tout à fait original et nouveau concernant la réception de l'expérience salazariste en France à l'époque des années 30, au départ, quand l'expérience en question se met en place, mais ensuite la pérennité de cette influence sur certains milieux, l'intérêt qu'a suscité le Portugal, et ce, à la faveur de la guerre froide également, jusqu'aux années 1970, qui ont vu la révolution des œillets et la fin du régime salazariste, l'installation au Portugal d'un régime parlementaire classique, à peu près au moment où va se réaliser un processus comparable dans l'Espagne post-franquiste. Alors, Olivier Dard, tout d'abord, je crois qu'il serait utile pour nos téléspectateurs de rappeler qui est Salazar, dans quel contexte est-ce qu'il s'installe au pouvoir, quel type de régime finalement il va établir dans cette Europe de l'entre-deux-guerres, cette Europe des années 30 qui se cherche. Hein. Il y a eu le choc de la Première Guerre mondiale, il y a eu le coup de tonnerre de la révolution bolchevique en Russie, l'avènement du fascisme en Italie, de Hitler en Allemagne, des régimes nationalistes autoritaires se mettent en place en Europe orientale. Qu'en est-il du Portugal qui, je le rappelle, a participé à la Première Guerre mondiale et qui a consenti d'ailleurs des sacrifices importants durant ce conflit. Qu'en est-il du Portugal des années 20 au moment où Salazar va s'emparer de fait du pouvoir? Alors le Portugal des années 20 est un pays en crise, depuis longtemps. C'est un pays qui a connu une expérience républicaine à partir de 1910, une expérience républicaine donc, qui a balayé la monarchie portugaise, installée depuis des siècles bien sûr, et cette république portugaise a connu les pires difficultés. Un régime lui a succédé autour d'un personnage qui s'appelait Sidónio Pais, ça n'a pas marché non plus, et en 1926 intervient effectivement un coup d'État qui va progressivement permettre à Salazar d'arriver aux affaires, j'allais dire, par paliers. Car il est important sans doute de rappeler qui est Salazar pour nos téléspectateurs. Alors Salazar est issu d'un milieu tout à fait modeste, que rien ne destine au fond sociologiquement à l'avenir qui fut le sien. Il est né dans la région de Viseu, au Portugal, au nord du Portugal. Il est issu d'un milieu à la fois modeste et très marqué par le catholicisme. Il a par conséquent entamé des études au petit séminaire avant ensuite de devenir un des étudiants très brillants de la grande université portugaise qui est l'université de Coimbra. Et c'est dans le cadre de cette université de Coimbra que Salazar s'impose au début des années 20 comme un professeur. Un professeur dont la spécialité est l'économie, les finances publiques, disons pour faire simple et prendre un parallèle français. Un professeur qui, sur le plan politique, est engagé, évidemment, mais sans véritablement être un militant. Les engagements qu'on a pu repérer du point de vue salazariste sont d'abord des engagements du côté de l'Action catholique. C'est l'engagement qu'on lui connaît, beaucoup plus que du côté des intégralistes, ce qu'on appelle au Portugal les intégralistes, autour notamment de la figure d'António Sardinha, qui meurt en 1925, sont considérés, alors avec des tas de guillemets, plutôt comme les maurassiens portugais. Alors, on discute beaucoup de l'influence de Maurras sur Sardinha, mais qu'importe.
Ce qui compte ici, c'est de voir que Salazar vient plutôt des milieux d'action catholique, même si évidemment il connaît la mouvance intégraliste, mais qu'il va au fond s'imposer au départ comme un expert des finances publiques, car les finances portugaises sont en grande difficulté à l'époque. Ouais. Et petit à petit, ce technicien, en quelque sorte, va devenir l'homme fort du pays. Absolument. Alors il y a quelques années, au départ, il arrive effectivement comme ministre des Finances, il va y rester peu de temps parce qu'il va considérer qu'on ne lui donne pas les pouvoirs nécessaires, donc il va retourner à sa chaire universitaire, revenir, et on peut considérer qu'à partir de 1928, véritablement, il entame une ascension politique qui lui permet, au tournant des années 30, d'être effectivement, à ce moment-là, l'homme fort du Portugal, cumulant un certain nombre de prérogatives, la présidence du Conseil bien entendu, mais également le ministère des Finances, ce qui va permettre à Salazar d'être jusqu'à, non pas sa mort, parce qu'il meurt en 1970, mais il est atteint... Il est atteint d'une maladie, d'une congestion cérébrale, enfin qu'importe, à l'été 1968, et à ce moment-là, il ne peut plus du tout gouverner. Les 2 dernières années de Salazar sont épouvantables, sur le plan physique et personnel, mais disons de 1930 jusqu'en 1968, donc pendant près de 40 ans, il est incontestablement l'homme fort du Portugal, l'homme incontournable. Et alors ça nous donne un régime finalement assez original, parce qu'on l'a souvent assimilé au régime autoritaire ou fascisant de l'époque de l'entre-deux-guerres. On l'a souvent mis dans le même sac que le général Franco qui s'était imposé en Espagne à l'issue de la guerre civile. Mais en réalité, il s'agit de tout autre chose. Alors, c'est incontestablement un régime autoritaire. Oui. C'est incontestablement un régime autoritaire. Une dictature, oui, parce qu'on y trouve effectivement une police politique, la célèbre pile, etc. Mais le régime salazariste n'est pas un régime de type fasciste, pour la bonne et simple raison que la logique politique de Salazar n'est pas justement celle de construire un régime avec un parti unique qui serait, à l'instar par exemple du parti fasciste italien, un élément d'impulsion idéologique et politique. Il se méfie au contraire évidemment de ce type de structure, et il va au fond construire sa légitimité politique tout au long de ces décennies par un système d'alliance avec toute une série d'acteurs, toute une série de factions. Et pour rester sur la question du fascisme, il y a bien sûr des fascistes autour de Salazar, les célèbres chemises bleues de Roland Preto, mais ces fascistes, Salazar peut les utiliser à un moment, les laisser de côté à un autre, tout comme il va le faire des monarchistes et d'autres catégories. Ils sont sous contrôle. Voilà. Et il n'y a pas la dimension non plus paramilitaire qui est caractéristique du fascisme italien ou du national-socialisme allemand, par exemple. Non, parce que ça renvoie, si vous voulez, à la figure de chef qu'incarne Salazar, dont on dit à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, Salazar est un dictateur, mais pas comme les autres. Voilà. Ce sont les observations qui sont faites à l'étranger. Ce n'est pas un chef militaire. Ce n'est pas un chef militaire. Ce n'est pas un chef qui veut, au fond, construire sa légitimité sur une sorte de charisme, et notamment sur le poids de la parole. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler. Et c'est quelqu'un qui va réussir, au fond, cette espèce de tour de force, d'être à la fois omniprésent, tout en étant un chef relativement absent sur le plan médiatique. Le culte du secret de Salazar, son aptitude à cultiver le silence, le sentiment qu'il donne, et qui est d'ailleurs une réalité, d'être quelqu'un qui travaille. Voilà, c'est la construction d'une personnalité politique, mais qui justement a l'air de se désintéresser de la propagande, alors qu'en réalité, c'est ce que nous essayons de montrer, c'est un maître en la matière. Il n'est pas dans la thématique de la figure héroïque du leader fasciste classique, je dirais, que l'on peut connaître à cette époque-là. Autant Mussolini, on le voit photographié en train de procéder aux moissons torse nu. Enfin, ça n'a strictement rien à voir avec l'image que Salazar entend donner de lui-même, car on parle d'aujourd'hui beaucoup de conseillers en communication, de rapports des dirigeants politiques à l'image. Salazar a été extrêmement soucieux de son image, et tout le livre, au fond, est de montrer
la construction de l'image de Salazar, et notamment à destination de l'étranger et de la France en particulier. Et il est également très prudent sur le plan international. Oui. Alors, on n'a pas le sentiment qu'il s'inscrit dans une sorte d'internationale nationaliste, autoritaire, fascisante. Non, parce qu'il s'en méfie doublement. D'abord, parce que le Portugal, historiquement, n'oublions pas que c'est une puissance atlantique alliée à l'Angleterre. Voilà. Et l'alliance britannique reste pour Salazar quelque chose d'absolument fondamental. Deuxièmement, sur le plan idéologique, il y a peu à voir, évidemment, avec un régime comme le régime national-socialiste. C'est ne rien comprendre au salazarisme que de vouloir, évidemment, dresser un parallèle entre lui et l'hitlérisme, bien sûr. Et puis, troisième élément, c'est quelqu'un qui est à la fois très soucieux de réinscrire le Portugal dans l'histoire. D'où, évidemment, le rôle de la propagande qui va faire de Salazar un nouvel Henri le Navigateur. Mais Salazar a en même temps parfaitement conscience des limites qui sont celles du Portugal, de ses intérêts géopolitiques, et par conséquent, effectivement, prudemment, il se tient à l'écart. Bien sûr, le régime salazariste va appuyer le camp national pendant la guerre civile espagnole, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'efforce de rester relativement à l'écart, ce qui permet évidemment par la suite, avec le contexte de la guerre froide et la position géopolitique du Portugal, les Açores, etc., de retrouver un point international, et à Salazar, bien entendu, de passer la rampe et de rester, après la guerre, un dirigeant incontesté. La guerre froide, comme pour l'Espagne franquiste, a été évidemment un élément qui a contribué à la longue durée du régime. Avec l'anticommunisme, bien entendu, qui est au cœur de l'engagement salazariste. Alors, ce personnage et le régime qu'il a de fait mis en place, il va susciter un certain nombre de curiosités et d'intérêts en France. C'est ça, pour l'essentiel, la matière de votre ouvrage, de votre recherche. Alors, il y a un certain nombre de gens que l'on découvre et qui ont été les artisans de la présentation, en quelque sorte, du régime salazariste en France. Il y a en particulier Antonio Ferro, qui est un personnage totalement oublié, voire inconnu aujourd'hui, mais qui revêt une grande importance dans notre approche. Alors, qui est un personnage, vous avez raison, inconnu et totalement oublié en France, ce n'est nullement le cas au Portugal. Parce que Antonio Ferro est un personnage important qui vient de l'avant-garde. Ça, c'est un petit peu comme Marinetti, si vous voulez, en Italie, ou comme même Cristo, un autre Portugais. Il vient de l'avant-garde, mais il va progressivement se convertir au nationalisme, voir en Salazar l'espoir de restauration d'un Portugal au plan international, et c'est lui qui va proposer et faire accepter par Salazar, effectivement, une possibilité pour ce dernier de diffuser sa pensée et ses réflexions à l'étranger, au Portugal d'abord et à l'étranger ensuite, en mettant sur pied un certain nombre d'entretiens avec Salazar qui vont faire l'objet d'un livre. Alors un livre qui a beaucoup de succès au Portugal, mais qui effectivement va être traduit en français, préfacé par Paul Valéry, ce qui évidemment en 1934, au moment de la crise du 6 février, de la sortie, etc., a toute son importance. Et Antonio Ferro, qui connaissait fort bien les milieux culturels, journalistiques français, va être celui qui va introduire en France, pour la première fois, l'image d'un Salazar qui va, à ce moment-là, compter avec son régime parmi les modèles desquels on discute à l'époque. On discute du modèle fasciste, on discute évidemment du modèle communiste, mais on va se mettre à discuter du modèle salazariste, de son chef, du corporatisme, etc. Dans le contexte de la crise du parlementarisme classique, telle qu'elle s'exprime en France, à l'époque. Alors, ce régime, quelle réflexion suscite-t-il chez nous? Il y a certains milieux, a priori, dont on pourrait penser qu'ils vont être intéressés en priorité. Je pense par exemple au milieu de l'Action française, qui ont une influence considérable sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique à l'époque. Comment est-ce que cette expérience portugaise est-elle reçue? Alors, l'expérience portugaise est évidemment reçue avec beaucoup de faveur
par l'Action française, et notamment par, je dirais, la tendance, Maurras bien sûr, mais la tendance Massy, c'est-à-dire au fond la tendance catholique de l'Action française, parce que les jeunes gens qui commencent à se tourner vers le fascisme, les Brasillac, Rebattet, etc., sont moins intéressés incontestablement par Salazar, on le voit bien dans Je suis partout. Mais l'Action française, les Maurrassiens vont être sans doute, tout au long de cette histoire, les plus fidèles soutiens et les plus durables du régime salazariste. Mais ce qu'il est intéressant de noter durant les années 30, c'est que ces soutiens sont beaucoup plus larges. Les catholiques font le déplacement au Portugal. Salazar invite, Antonio Fer, mais bien sûr derrière il y a Salazar, invite toute une série d'intellectuels. En 1935, François Mauriac et beaucoup d'autres, Georges Duhamel, Jules Romain, vont aller au Portugal. Il y a également, dans cette France des années 30, un autre secteur des droites qui s'intéresse de très près à Salazar, c'est tout ce monde qui gravite autour du lieutenant-colonel de Larroque, des Croix de Feu devenus Parti social français, et on utilise en particulier le Petit Journal comme source qui avait été racheté par le Parti social français, par Larroque, et on voit à ce moment-là à quel point, alors que par exemple l'Action française et les partisans de Larroque se détestent au plan intérieur, les deux communient, si je puis dire, dans tous les sens du terme, en faveur du régime salazariste. Du régime portugais. Alors là, il y a la figure de Salazar, encore une fois, dont un certain nombre de livres et de discours sont traduits en France, publiés en France. Il y a le corporatisme portugais, qui intéresse beaucoup. Il y a aussi, ne l'oublions pas, une dimension modernisatrice qu'on attache à ce moment-là au Portugal, ce qui permet par exemple à un journaliste comme Émile Schreiber, le père des futurs sergents Schreiber, eh bien de faire, alors lui qui a beaucoup voyagé, c'est un journaliste extrêmement intéressant, il a visité à peu près tous les pays et tous les régimes, et lui il donne un portrait du régime salazariste qui n'est pas exactement celui qu'en donne Massy ou un certain nombre de militants catholiques. Il voit dans le régime salazariste un régime au fond un peu technicien, et il voit en Salazar, ce qui est évidemment une partie de la vérité, l'homme qui est d'abord un expert, un professeur de finances publiques, etc. etc. Et c'est ce qui intéresse Émile Schreiber à l'époque. Donc il y a effectivement dans cette France des années 30 un philo-salazarisme qui dépasse le monde des droites nationalistes, incontestablement, pour toucher de très larges secteurs de l'opinion publique. Oui, vous avez évoqué la personnalité de Paul Valéry, par exemple. Valéry, qui préface le livre d'Antonio Ferro pour son édition française, et Valéry qui manifeste de l'intérêt pour... Qui manifeste de l'intérêt, un intérêt intéressé. Car Valéry s'est fait payer pour sa préface. Voilà, parce qu'on a travaillé sur toutes les archives, si vous voulez, Salazar, les archives d'Antonio Fer. Donc on voit très bien comment tous ces voyages et comment le régime, si vous voulez, de façon extrêmement gère sa communication. Voilà. Mais effectivement, Valéry est intéressé. N'oublions pas que Valéry était un anti-Dreyfusard, etc. Enfin, il y a une continuité évidemment chez Valéry ici, sans doute. Un intérêt pour le régime salazariste. Il fait une espèce de note, si vous voulez, sur la notion de dictature. Mais c'est évidemment le symbole de Valéry qui joue. Ensuite, celui qui a été aussi un préfacier dans les années 30 de Salazar, c'est l'écrivain Maurice Maeterlinck, aujourd'hui oublié, mais qui à l'époque est une figure considérable. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose d'important. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue dans les années 30 autour de la figure de Salazar. Et alors, ce régime, on imagine qu'il va retenir l'intérêt également des milieux proches du régime de Vichy. Oui, mais, bien sûr, mais alors on en parle bien entendu, mais n'oublions pas que l'État français dure finalement 4 ans, qu'on est en pleine guerre mondiale, etc. Voilà. Donc effectivement, il retient l'intérêt d'un certain nombre de gens, notamment l'expérience corporative. D'aucuns vont aussi s'intéresser à la législation antimaçonnique de l'État noble, l'État salazariste. Mais je dirais que au cours des années 40, on est dans une situation où, d'un certain point de vue, le régime salazariste est sans doute moins prisé parce qu'il y a, encore une fois, d'autres priorités. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est comment, finalement, les années d'entre-deux-guerres, et la guerre d'ailleurs, sont une première séquence, avec effectivement ce personnage d'Antonio Fer, et comment Salazar va réussir, lui et son régime, à rebondir après la guerre.
et à rester effectivement oui, et puis, une référence. Il reste présent dans le paysage intellectuel, idéologique, politique français après la guerre, notamment dans le contexte de la guerre froide, toujours, hein, avec des personnalités tout à fait intéressantes que vous retenez et que vous présentez. Je pense en particulier au colonel Rémy, héros de la Résistance, qui était un grand admirateur du Portugal et puis également du régime de Salazar. Absolument. Alors Rémy, je dirais que c'est la toute dernière, enfin c'est la troisième phase, si vous voulez. Il y en a une deuxième, j'en dis un mot. Oui. C'est une femme qui est Christine Garnier, oui. journaliste, écrivain, qui va écrire un ouvrage tout à fait fascinant qui s'appelle Vacances avec Salazar. Grand succès au Portugal, succès en France. Publié par Grasset. Et là, elle humanise le personnage de Salazar, et on voit d'ailleurs très bien, et on l'explique dans le livre, comment Salazar contrôle évidemment toute cette production. Mais le Vacances avec Salazar, qui est publié en 1952, c'est effectivement un intermède avant la dernière phase, où Salazar devient le sage de l'Occident, et où là on retrouve effectivement la figure de Rémy, donc ce héros de la Résistance, qui est installé au Portugal à l'époque, et qui va entrer en contact avec Salazar. On a toute une correspondance qu'on a utilisée et mobilisée ici, qui a beaucoup d'admiration pour la personne de Salazar, pour son régime, également pour son œuvre coloniale, et au départ Rémy va s'intéresser de très près à la question de Goa, donc la question des Indes portugaises, et pendant plusieurs années, alors qu'il est au Portugal, Rémy va œuvrer à la fois pour défendre le régime salazariste, mais pour le faire connaître en France. Et là, on a toute une série de lettres, d'échanges, où Rémy, à la fois, joue les intermédiaires avec des Français, notamment ecclésiastiques, qui veulent venir voir Salazar. Il essaye de faire publier des articles sur lui, etc., etc. C'est une figure importante, avant, bien sûr, d'autres qui lui succèdent. Et le contexte de la décolonisation va également remettre en avant le Portugal, parce que un certain nombre de gens, je pense aux militants de l'Algérie française, certains vont y trouver refuge, et puis le fait que le Portugal s'accroche à ses territoires, à ses provinces d'outre-mer, selon la dénomination officielle, d'Angola, du Mozambique, c'est un peu un contre-exemple par rapport à une Europe, et notamment à une France qui abandonne ces anciennes positions d'outre-mer. C'est l'époque où le Portugal, avec ses moyens limités, exerce une certaine influence sur tous ces milieux, notamment avec sa voix de l'Occident, qui remplit à l'époque une sorte de fonction de lien entre différents mouvement contemporain. Le Portugal de cette époque-là, c'est celui des années 1960-70, juste avant la fin, juste avant la chute, puisque le docteur Caetano, qui va succéder à Salazar, sera très vite confronté avec la révolution des œillets de 1974, mais la marque, l'influence du Portugal va demeurer un bon moment, notamment avec des organisations comme les organisations catholiques traditionnalistes. Le Portugal apparaît un peu comme une référence, apparaît un peu comme un modèle à l'époque. Oui, alors là, dans cette époque, si vous voulez, tournant des années 60 et toutes les années 60, la figure de Proulx, il s'est d'ailleurs positionné comme tel, comme le porte-parole au fond officieux de Salazar en France, c'est Jacques Ploncart-d'Assac. Réfugié au Portugal au lendemain de la guerre, et dans toute la correspondance adressée par des Français à Salazar, c'est Ploncart-d'Assac qui a le plus écrit, ou du moins c'est de lui dont on a le plus de lettres. Alors, à son sujet, trois choses sont importantes. La première, c'est que contrairement d'ailleurs à ce qu'a écrit Ploncart-d'Assac lui-même, il a mis du temps à se faire reconnaître par Salazar, premièrement, mais il y est parvenu. Deuxièmement, par rapport à l'Algérie, n'oublions pas une chose, c'est que c'est Salazar qui donne le ton. Au départ, Ploncart-d'Assac veut l'associer à la défense de l'Algérie française, mais Salazar va se déterminer et va accepter le principe de la création de la voie de l'Occident de l'instant où l'Empire portugais
est directement menacée. C'est les suites de l'affaire de Goa, c'est l'affaire de la Santa Maria et ce bateau a résonné, et c'est l'affaire également de l'Afrique qui commence. Et à partir de là, effectivement, la voix de l'Occident permet une diffusion des thèses salazaristes, une défense du régime, mais Salazar, comme Franco d'ailleurs en Espagne, tout en abritant un certain nombre de militants de l'Algérie française, ne veut aucun conflit sérieux avec De Gaulle. Et là, Plancard-Dassac sait parfaitement quelles limites il ne doit pas dépasser. Quelles sont les limites, oui. Voilà, donc je rappelle le titre de cet ouvrage, « Célébrer Salazar en France, 1930-1974 hein, ». Du philo-salazarisme français, ou salazarisme français, par Olivier Dard et Anna-Isabelle Sardigna-Desvignes, aux éditions Peter Lang. Merci, Merci Olivier Dard.